Jérôme qui tu te connais, merci. J'entends ce signe de la merci dans le signe de la merci. La thérapi, tout le temps, tout le temps, ah, j'ai dans ta tête de la tienne, merci de dire le son là. Ah, t'es dans le dit, on m'a descendu du courant tout. C'est un j'ai descendu du courant tout, sans descendre, on peut dire, la langue, c'est pas yo. Merci, là. 越南人呢，去龙巴现在去人都不呢，俺都放的放也装都也交了两毛钱的个了，这都是Lors du précédent enseignement, donc Jérôme traduisait, Karengochi a parlé de la pensée de Bodhicitta en tant qu'aspiration. Et à ce propos, donc, il avait expliqué, donc il y a ces deux aspects de la pensée de Bodhi, donc la pensée de Bodhi en tant qu'aspiration et la pensée de Bodhi en tant que pratique ou en tant qu'application. Et donc, il a expliqué la manière de développer cette pensée de Bodhi en tant qu'aspiration, mais donc, comme le mot lui-même l'indique, cette aspiration se contente donc d'être une aspiration et n'est pas un véritable engagement à la pratique. C'est un petit peu comme si on se fixe une destination, qu'on a donc le souhait, l'aspiration à atteindre cette destination, mais tant que l'on est qu'au stade de l'aspiration ou du souhait, on n'est pas véritablement engagé sur le chemin, donc sur le parcours du chemin qui nous mène concrètement à cette destination. Et donc, sur la base du développement de cette pensée de Bodhi en tant qu'aspiration, pour s'engager véritablement à la pratique des Bodhisattvas, que faut-il faire? Il faut donc prendre les engagements de Bodhisattva, prendre donc les engagements à la pratique des Bodhisattvas, et par ces engagements de Bodhisattva, être déterminé à donc respecter certains préceptes et au contraire donc à éviter d'autres actions donc qui seraient contradictoires à ces engagements. Et le terme tibétain, lorsqu'on parle donc de prendre les engagements de Bodhisattva, le terme tibétain dit plus précisément comme lorsque les engagements de Bodhisattva naissent ou sont comme engendrés dans la conscience d'un individu. Donc le moment où l'on prend ces engagements de Bodhisattva, où donc ces engagements de Bodhisattva sont produits dans un individu, et celui donc où la pensée de Bodhi en tant que pratique ou en tant qu'application et produite sont concomitantes. Et à partir du moment où l'on a pris ces engagements de Bodhisattva, où l'on a donc où l'on a développé donc la pensée de Bodhi, Bodhicitta en tant que pratique ou qu'application. Donc on doit respecter ces engagements de Bodhisattva, pratiquer donc ce qui est à pratiquer jusqu'à ce que on atteigne l'état de Bouddha. Et lorsque l'on a ainsi pris ces engagements de Bodhisattva et que l'on a donc développé cette bodhicitta en tant que pratique ou qu'application, on est donc comme le voyageur qui ne se contente plus du désir d'une certaine destination, mais qui est effectivement donc concrètement en chemin
vers sa destination qui est en route, donc que ce soit en avion, en voiture ou en bateau, quel que soit donc, le moyen de transport emprunté. Et donc de la même façon que si l'on emprunte par exemple une voiture, celui qui s'est effectivement mis en route a la certitude donc de parvenir à destination. Et de la même façon, donc chaque kilomètre parcouru le rapproche de sa destination finale. De la même façon, lorsque l'on a pris les engagements de Bodhisattva, donc que l'on a développé Bodhicitta en tant que pratique, application, au fur et à mesure donc, du chemin parcouru, on se rapproche de la destination de l'état de Bouddha. Et même si dans cette vie nous ne parvenons pas à la destination finale, que nous ne parcourons qu'un bout de chemin, le chemin parcouru est comme quelque chose d'acquis. Et donc même si nous n'avons effectué dans cette vie qu'un parcours qui équivaudrait par exemple à 5 km, ce chemin est acquis. Et donc nous pouvons, même si nous nous arrêtons quelque part en route, cet arrêt est un peu comme une étape. Et dans notre vie suivante, nous pourrons donc poursuivre ce chemin de vie en vie et nous pouvons donc espérer ainsi de vie en vie nous rapprocher progressivement d'étape en étape jusqu'à l'état de Bouddha, donc même si nous n'obtenons pas dans cette vie présente la destination finale. Et de ce fait, donc il nous faut penser donc cette destination finale comme à très long terme, et penser donc que nous nous sommes engagés donc sur un chemin et que nous pouvons voir loin donc sur ce chemin. Il y a une image donc, qui est donnée pour illustrer cela, qui dit donc il faut donc comme voir loin et donc ne pas s'affairer en toutes sortes d'activités pour le très court terme. Et donc effectivement, donc si nous pensons obtenir très rapidement un résultat et que de ce fait nous agitons un peu en tous sens pour parvenir donc immédiatement à ce résultat, nous risquons donc d'avoir beaucoup de difficultés. Et donc au contraire, nous devons voir très loin donc sur la destination de ce chemin, et de ce fait nous devons en même temps, en ayant donc cet objectif présent à l'esprit, cette destination présente à l'esprit, rester donc calme et paisible et garder donc cette destination à l'esprit.
Et si nous voulons nous appliquer à la pratique des tantras, il sera indispensable au préalable de développer donc ces deux aspects de la pensée de Bodhi, donc bodhicitta en tant qu'aspiration et bodhicitta en tant que pratique. Car si nous nous engageons à la pratique des tantras sans ces développements préalables de la pensée de Bodhi, nous ne pourrons pas atteindre le but final donc de la pratique des tantras, le résultat de la pratique. Ok. Et donc, ces points, ces conceptions donc, sont communes à l'ensemble donc, des tenants donc, du grand véhicule, et cela n'est pas, par exemple, une affirmation qui serait comme l'exclusivité de la tradition Gelugpa, mais donc toutes les traditions tibétaines considèrent comme indispensable le développement préalable de la pensée de Bodhi si l'on veut s'engager à la pratique des tantras d'une façon qui puisse être fructueuse. Donc, Karen Gauthier donne cette précision car il a eu donc certains de ses visiteurs donc sont venus lui dire que la pratique du dharma selon la tradition Gelugpa était beaucoup plus compliquée et trop compliquée, trop difficile. Et donc en fait il n'en est pas du tout ainsi. Ceci donc est une erreur de conception erronée. Et donc, pour en revenir donc à l'éthique des bodhisattvas, nous avons vu que cette éthique des bodhisattvas avait trois aspects. Donc, de ces trois aspects, nous avons déjà vu le premier, à savoir donc l'éthique qui consiste à s'abstenir dans des actions négatives en général. Et la deuxième forme d'éthique que nous allons donc aborder, qui consiste à réunir les actions vertueuses, réunir les actions favorables, positives, et la troisième qui consiste à agir pour le bienfait des autres. Et aujourd'hui, donc, Karen Gauthier va aborder le deuxième aspect de cette éthique des bodhisattvas, à savoir ce qui concerne l'accumulation, la réunion des actions positives favorables. Et cette explication de l'éthique de la réunion des actions favorables va être à son tour subdivisée en trois parties. La première qui sera donc une explication résumée, la deuxième qui sera une explication détaillée, et la troisième qui donnera donc l'essence de cette
제부 맛이 어째 과지 질 제부 셔야 그냥 다 참모가 유기견 그래서 너를 주네 때마 너를 때마서 나다 진짜 Et donc, comme son nom l'indique, donc même le sens donc, dans la traduction est clair ici, lorsqu'on parle d'explication résumée, donc il s'agit d'une sorte de synthèse, donc des points qui seront exposés lors de l'explication donc détaillée et qui réunit donc les points essentiels de cette explication détaillée. 어디 가르쳤으니 다 뒤시기에는 지단 상주 300이 되겠지. 겨도야. 기타사야. 이 차나라. 나 겨디게 진짜 되는 거야. 너한테 봤어요. 가르쳤으니 상주 제일 상주 300. 아? 겨도야. 기타사야. 강에 봐. 참아라. 되나? 겨디게 진짜 되는 거야. 상주 300. Nomati şili ki şeytan kanıtı dombet tipinde şeytan şeytan tanımlanan 시몬니도 지다 관계. 그때 송도는 시몬니부터 지다 재미 벌레 세제 대제도 요하래. 이저 사고 요하래. 제티 소 대신 말이야. Oui, j'ai oublié donc juste à la fois d'avant de traduire quelque chose que Erin Gauthier avait dit donc à propos de la répartition donc des trois aspects donc de l'éthique de la réunion des actions favorables. Non, pardon. À propos donc des trois aspects de l'éthique donc des bodhisattvas en général. Et donc nous avons vu donc il y a l'éthique de l'abstention des actions négatives, l'éthique de la réunion des actions favorables et l'éthique de l'accomplissement du bienfait des autres êtres. La première de ces trois sortes d'éthique est de manière générale pratiquée en commun, communément, donc par les disciples du petit véhicule et par les disciples du grand véhicule. Mais les deux autres sortes d'éthique, bien qu'elles puissent également être pratiquées par les disciples du petit véhicule, sont essentiellement pratiquées par les disciples du grand véhicule. Bon, excusez-moi, en même temps que j'écoutais Erin Gauthier, dans ce qu'il venait de dire, j'ai pensé que j'avais oublié de traduire ça. Et donc maintenant pour en août, tu disais dans le thème là. Non, les gardes de ça, c'est ça, chanter ça de yo, il y a quand il y a bâti. Tamala, yo, c'était non. Donc maintenant, pour ce qui est donc de la réunion des actions positives, favorables, donc de manière générale, toutes les actions favorables, positives, accomplies par un bodhisattva sont incluses donc, dans cet aspect de l'éthique de la réunion des actions favorables. 영화 예son 만에 구송스키 위지고 마기고 해지고 구송 지에 기자 나니 이게 기자 야송가 차야 이 제기에는 르당 마기 가게 자마게 같이 예지 비게 대반남지 고네 제기에나 온줄에 대반남지 가다 근데 뭔 얘기는 이 부분에서 여지 사기 요래 르당 마기 그요 이 구송 지에 기자 이지고는 더 짱짱. 이게 대바체바 마체 나기 그냥야 본속이야 된담지 저기에나. 아디 리카게 맞아. 이도 이지고도 나기 군니기 분야 팀모도 이기고도 네자. 아디 나기 리게 차담지 저기에나 이기 군들에 대바체. 나기 군들에 해야 된담지. 아 리기비게 차남 저기에나 다 무슨 게 다 팀모죠. 아도 진짜네. Donc, les vertus ou donc les actions favorables et positives accumulées par les bodhisattvas peuvent être accumulées au moyen donc, de ce qui est appelé comme littéralement en tibétain les trois portes, qui sont ici donc
qui est appelé littéralement les trois portes, donc ce sont le corps, la parole et l'esprit. Et donc, le bodhisattva peut donc accumuler des actions vertueuses, positives, soit par la pensée, soit donc par l'esprit, soit par la parole, soit par le corps, ou également donc par plusieurs donc, de ces forces ensemble, et plusieurs donc, de ces moyens donc, ensemble. Par exemple, si le bodhisattva est en train de méditer, qu'il médite par exemple sur la confiance en le triple joyau, il accumulera une action favorable de la pensée. Et si en plus donc de cette méditation sur la foi en le triple joyau, il récite, il prononce donc des paroles qui énoncent les vertus, les qualités du triple joyau, il accomplira donc une action favorable par la pensée et par la parole. Et si donc en plus de méditer sur la foi en le triple joyau, de dire donc les vertus du triple joyau, il se prosterne avec le corps donc devant le triple joyau. À ce moment-là, donc il accomplira une action favorable par le corps, la parole et l'esprit. Par exemple, lorsqu'au début de l'enseignement, nous joignons les mains et nous prononçons donc les paroles Lama Gyewa Shakyatupala Telo, donc je me prosterne devant le gourou Bouddha, donc le Bouddha le maître. Nous, à ce moment-là, donc nous accomplissons une action vertueuse par le corps, la parole et l'esprit. En effet, donc nos mains jointes représentent donc un hommage du corps, une prosternation du corps. Les paroles que nous prononçons sont un hommage de la parole, elles sont donc une action vertueuse de la parole, et notre esprit donc, dans lequel nous produisons donc la foi confiante en le triple joyau est une action, donc cette attitude mentale donc est une action favorable de l'esprit. Donc ceci est un exemple que nous pouvons utiliser pour comprendre donc, ce que sont donc, ces actions vertueuses du corps, de la parole et de l'esprit que nous pouvons donc extrapoler. Maintenant, pour ce qui est donc des explications détaillées sur la pratique de sur l'éthique de la réunion des actions vertueuses, il y a en tout donc 8 subdivisions, mais en fait ces 8 subdivisions peuvent être rassemblées dans 3 aspects qui consistent donc d'une part à produire des vertus qui n'ont pas été produites auparavant, donc produire des nouvelles actions favorables, de nouvelles vertus. Le deuxième aspect qui consiste à faire en sorte que les vertus précédemment accumulées ne se dégradent pas, ne se détériorent pas, mais au contraire donc qu'elles soient conservées. Et et donc le troisième aspect
consiste donc à faire en sorte que les actions positives, les vertus précédemment accumulées, se développent, croissent et se développent. Encore de ça, combat n'a eu combat changé. Quand la carte est combat changé. Donc, ceux qui n'ont pas l'habitude de rester assis en tailleur et qui ont donc mal aux genoux, mal aux jambes, qui s'asseyent confortablement, qu'ils ne soient pas gênés s'ils éprouvent le besoin d'étendre les jambes pour être confortables. Donc, progressivement, donc vous vous habituerez à rester assis en tailleur, mais pour l'instant, si cela doit occasionner une gêne, il vaut mieux donc ne pas avoir cette gêne qui va distraire l'esprit parce que la douleur des genoux, etc., va faire que l'esprit ne pourra pas être attentif, donc il vaut mieux s'asseoir confortablement, étendre les jambes et pour avoir l'esprit attentif. Karen Gauthier dit que donc ils ont une longue expérience de suivre pendant longtemps des enseignements, de rester ainsi longtemps, donc à écouter les enseignements d'un maître. Et donc par expérience, il sait ce que c'est que d'avoir l'esprit distrait, soit parce qu'on a mal au ventre, ou qu'on a donc un trouble physique quelconque, ou qu'on a faim, etc. Et donc il sait ce que c'est que d'avoir l'esprit dérangé par un inconfort physique. Et donc, j'ai dit que donc au Tibet il faisait très froid et parfois donc les sessions d'enseignement duraient très longtemps et donc comme il faisait très froid, ils avaient envie d'uriner très très facilement et donc ils ne pouvaient pas quitter donc l'enseignement pour aller aux toilettes et parfois donc ils avaient une telle envie que leur esprit n'était plus du tout disponible pour écouter les enseignements. J'ai ajouté à Karen Gauthier de parler pas trop de ça, sinon je vais être obligée d'interrompre pour sortir. C'est à quoi il a ajouté que si j'éprouve le besoin, je vais toujours sortir. Donc, maintenant nous allons aborder les 8 subdivisions de l'explication détaillée de l'éthique de l'accomplissement des actions vertueuses des bodhisattvas, donc dans l'éthique des bodhisattvas. Et à ce propos, donc il y a la première de ces 8 subdivisions consiste donc à développer ce qui est appelé donc les 3 sagesses. Ces 3 sagesses sont donc la sagesse littéralement de l'écoute, qui signifie en fait ici la sagesse de l'étude, la deuxième qui est la sagesse de la réflexion, et la troisième qui est la sagesse de la, littéralement donc de la méditation ou de l'accoutumance. Et donc,
lorsque l'on veut, tout d'abord, donc en ce qui concerne la sagesse de l'étude, de l'écoute, si l'on veut s'engager à la pratique des bodhisattvas, il sera tout d'abord nécessaire de savoir qu'est-ce que c'est que cette pratique des bodhisattvas, et pour cela, donc, d'étudier les textes, de suivre des enseignements, pour savoir exactement donc tout ce qui est contenu donc, dans la pratique des bodhisattvas, la manière dont on doit s'appliquer à ces pratiques et en quoi consistent ces pratiques. Et il sera donc nécessaire de suivre de nombreux enseignements, d'étudier de manière approfondie ce que sont donc ces pratiques des bodhisattvas, mais cela seul n'est pas suffisant, car cette sagesse de l'écoute à elle seule n'est pas quelque chose de très stable, de fermement établi, et donc c'est quelque chose qui manque donc de fermeté. Et il sera donc nécessaire, après avoir étudié les enseignements, d'y réfléchir de façon approfondie, donc d'y réfléchir par soi-même, de se demander donc est-ce qu'il en est bien ainsi, pourquoi les choses sont-elles ainsi, comment cela se produit-il, etc. De manière à ce que par toutes ces réflexions personnelles, nous arrivions à la conviction intime de l'exactitude de ces enseignements. Et lorsque nous aurons développé donc en nous cette conviction du bien fondé donc sur les sujets donc, que nous aurons étudiés, à ce moment-là, donc nous aurons développé la deuxième sagesse, donc qui est la sagesse de la réflexion. Et donc, lorsque nous aurons développé donc cette sagesse de la réflexion, donc nous serons arrivés à cette conviction sur l'exactitude ou le bien fondé donc de la pratique. À ce moment-là, donc nous passerons donc au développement de la troisième sagesse, qui est donc la sagesse de la méditation, et donc nous passerons réellement donc à la phase de méditation sur ces pratiques. Et donc ces l'ordre dans lequel ces trois sagesses sont énoncées ne sont pas donc un ordre au hasard, mais correspond effectivement donc à l'ordre chronologique de la pratique, à savoir on commence donc par étudier les enseignements, puis on réfléchit à leur signification, puis donc on les met en pratique par la méditation. La
le deuxième de ces 8 aspects est constitué donc par la réunion des accumulations sur disons littéralement comme un champ ou une base appropriée. Donc, pour obtenir l'état de Bouddha, il est nécessaire donc de pourvoir donc à l'accumulation de vertus, de mérites, et également donc de pourvoir à la purification des actions négatives. Et pour donc ici la réunion des accumulations constitue donc une des causes donc, de l'obtention de l'état Bouddha dont il est fait mention ici. Et donc lorsqu'il est dit la réunion des accumulations sur une base appropriée ou littéralement sur un champ approprié, donc ceci, donc, par exemple si nous voulons obtenir une récolte, si nous semons donc sur un terrain approprié, sur un champ qui a été correctement préparé, labouré, nous aurons des chances donc d'avoir une bonne récolte. Et donc de la même manière, si nous procédons à la réunion des accumulations de vertus sur une base appropriée, sur une base correcte, les vertus accumulées seront d'autant plus puissantes, d'autant plus favorables. Par exemple, donc, lorsque nous deviendrons Bouddha, donc, pour devenir Bouddha, nous devons réaliser, obtenir le corps d'un Bouddha. Or, à la différence donc, du corps que nous avons à présent, qui est donc le résultat de l'association des cellules parentales, donc le corps d'un Bouddha n'est pas le résultat de l'association des cellules parentales, mais ce qui est la cause essentielle du corps d'un Bouddha, ce sont toutes les accumulations de mérites. En effet, de manière générale, dans ce que l'on appelle donc la réunion des accumulations, il y a ce qu'on appelle donc les accumulations de mérites et les accumulations de sagesse. Or, ce sont les accumulations de mérites ou de vertus qui sont la cause essentielle de l'accomplissement du corps d'un Bouddha. Et c'est grâce à cet accomplissement du corps d'un Bouddha que l'on peut, lorsque l'on devient Bouddha, donc accomplir le bienfait des êtres par toutes sortes donc, de manifestations corporelles, par donc ce qui est appelé donc toutes les formes de tulku, donc c'est-à-dire nirmanakaya, donc selon les enseignements des sutras ou selon donc avec donc toute la manifestation des corps des différentes unités, selon donc les enseignements des tantras, et donc le corps de la cause du corps d'un Bouddha qui peut ainsi donc se manifester sous toutes sortes de formes pour le bienfait des êtres, réside essentiellement donc dans ces accumulations de mérites.
Certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de visiter le musée Guimet. Et donc au musée Guimet, il y a toutes sortes de représentations du Bouddha sous toutes sortes de formes avec 3 têtes ou 11 têtes, enfin toutes sortes de représentations, des formes de villes, des formes courroucées, etc. Et en fait, toutes ces représentations sont donc des formes du Bouddha manifestées d'une façon appropriée, donc au bienfait des êtres. Et donc c'est ce qui est la cause donc de la réalisation du corps d'un Bouddha qui permet donc que tous ces corps puissent se manifester sous toutes ces formes appropriées au bienfait des êtres. Donc cette cause réside dans l'accumulation des mérites. Par exemple, donc s'il est utile au bienfait des êtres, d'un être particulier, que le Bouddha se manifeste sous une forme à 3 têtes, par exemple, spontanément, immédiatement, donc il va manifester cette forme donc à 3 têtes, 3 visages, ou si dans un autre cas, pour un autre individu, ce qui est utile donc à ce disciple, c'est une manifestation donc à 12 têtes, etc., donc une autre manifestation, immédiatement, donc le Bouddha va manifester cette forme qui est appropriée donc à tel disciple, à tel être. Et donc là, donc à nouveau, la cause de tous ces corps manifestés du Bouddha réside dans ces accumulations de mérites. Et il est dit ici, il est question ici donc de réunion d'accumulation sur des bases ou des champs donc particulièrement appropriés ou spécifiques. Et donc les champs ou les bases qui sont particulièrement propices à l'accumulation de mérites, donc à l'égard desquels il est particulièrement favorable, donc, pardon, les bases qui sont particulièrement favorables pour l'accumulation de mérites sont donc notre lama, notre maître, ou nos parents, ou également donc les personnes malades. Et par exemple, donc si l'on accomplit donc une action positive à l'égard de son maître, une telle action est dotée donc de bienfaits extrêmement puissants. Donc il y a bien sûr des raisons pour lesquelles il est particulièrement, donc, notre maître ou nos parents ou les malades sont des bases particulièrement appropriées